Bonjour, bienvenue sur AJ-Télé. Aujourd'hui, on va parler du PRE et des problèmes du Covid des restaurants. On va commencer avec un reportage des compagnons. Alors, la semaine dernière, nous avons évoqué Agricole Perdiguier, qui était compagnon menuisier du devoir de liberté, un Avignonnais. Et aujourd'hui, nous sommes à l'intérieur des murs donc, de la société compagnonique du devoir de liberté d'Avignon, donc, qui est une des composantes de la Fédération compagnonique des métiers du bâtiment, un des 3 grands mouvements français qui aujourd'hui composent le paysage compagnonique dans notre pays. Et on voit partout autour de nous donc des maquettes, des chefs-d'œuvre, comme on dit communément, qui ont été réalisés par des compagnons menuisiers, ébénistes, ferronniers, serruriers, tailleurs de pierre, pour justement marquer une étape importante dans leur parcours. Alors la question des appellations des compagnons, des appellations traditionnelles des différentes sociétés de compagnons est très complexe. Donc là j'évoquais les compagnons du devoir de liberté, donc, qui était la société à laquelle appartenait Agricole Perdiguier au début du XIXe siècle. C'est une société qui existe toujours et qui est donc une des composantes de la Fédération compagnonique des métiers du bâtiment. Bon, face à ces compagnons du devoir de liberté qui existaient chez les menuisiers, chez les serruriers et également chez les charpentiers, on avait donc des compagnons du devoir tout court. Alors, quelle est l'origine de toutes ces appellations? Ça reste sujet à beaucoup de débats, à des recherches. Enfin, le grand problème donc, de l'histoire des compagnonnages, c'est le manque d'archives. Pour tout un tas de raisons, nous n'avons pas suffisamment de documents qui nous permettent d'avoir la certitude que le compagnonnage existait au Moyen-Âge, par exemple. On peut le penser à cause des bâtisseurs de cathédrales, mais aucun document ne permet de l'affirmer. Donc, même chose pour ces appellations traditionnelles, nous traquons dans les archives compagnoniques des XVIIe, XVIIIe siècles le moment où apparaissent les termes de devoir, liberté, devoir de liberté. On sait par exemple que contrairement à une opinion qui a longtemps été admise, l'expression devoir de liberté existe avant 1789. La question de la transmission des savoirs, c'est un concept qui est très à la mode, il faut dire les choses telles qu'elles sont, et que l'on a tendance à raccrocher systématiquement au compagnonnage. Dans les siècles passés, ce n'était pas du tout aussi évident. Je dirais que la vocation première des compagnonnages, c'était plutôt la solidarité ouvrière. C'est-à-dire qu'il faut bien se représenter qu'à l'époque, ces jeunes gens qui avaient 18-20 ans quand ils partaient sur le Tour de France, partaient avec rien. C'est-à-dire que nous n'avions pas les moyens de communication que nous avons aujourd'hui. Nous n'avions pas les systèmes de protection sociale que nous avons aujourd'hui. Donc adhérer au compagnonnage, c'était à l'époque le moyen à peu près assuré, et pas à 100%, de pouvoir, de ville en ville, rencontrer d'autres ouvriers du même métier qui étaient dans les mêmes conditions difficiles et donc s'apporter mutuellement de l'entraide. J'évoquais ça à propos donc, du voyage de Perdiguier qui est mal reçu par les compagnons de sa propre société à Nantes parce qu'ils vont le laisser sans secours à l'hôpital. Tous les règlements compagnoniques anciens que nous possédons disent nettement que si un compagnon est malade, il doit être soutenu par les siens. Si un compagnon est emprisonné, notamment à cause d'une bagarre entre compagnons, eh bien les siens doivent faire en sorte d'aider à sa libération, doivent faire en sorte d'aller lui apporter un petit peu à manger, enfin lui apporter du soutien. Alors, ça c'est vraiment fondamental. Parce qu'il y a ce soutien, au cours du XIXe siècle tout particulièrement, vont se développer des cours
notamment des cours de traits, les cours donc, de dessin géométrique qui permettent de mieux maîtriser son métier. Donc petit à petit, la question de la transmission des savoirs va prendre de l'importance et va d'autant mieux fonctionner qu'il y a ce côté fraternel qui est là, qui fait aussi que les plus doués enseignent aux moins doués, que les plus anciens transmettent aussi par imitation un petit peu de leur savoir, qui n'est pas seulement du savoir professionnel, c'est du savoir-vivre. On espère que ça vous a plu. Maintenant, un reportage sur les problèmes du Covid chez les restaurateurs. Je suis italienne. Je suis à Avignon pour le théâtre, parce que je participais au Festival d'Avignon pendant 15 ans en tant que comédienne. Comme j'ai connu le directeur du théâtre à côté, du Cabestan, et que j'adore faire la cuisine, donc il m'a proposé de gérer, de m'occuper du bistrot du théâtre. Et donc c'est comme ça que j'ai commencé cette aventure dans ce petit bistrot du théâtre. Moi, je suis cuisinier de métier. J'ai fait l'école culinaire française au Chili et je cherche à travers la cuisine faire les liens entre une chose ou une autre, entre une culture ou une autre, une société ou une autre. Je cherche à travers de la cuisine pouvoir faire la rencontre entre les gens. Quel impact a eu le Covid sur votre restaurant? Oui, alors en partant du fait que le bistrot, c'est vraiment un lieu convivial pour moi, vu que je pars d'un chemin artistique, donc c'est vraiment rencontrer des gens, des artistes, des comédiens. Et en fait, je fais à manger devant mon public, on va dire. Et donc, maintenant, c'est très difficile. Je ne m'y retrouve plus. Et je ne sais pas bien quoi faire avec toute cette histoire. Voilà. Bah, surtout parce que je travaille beaucoup, comme c'est le bistrot du théâtre, je travaille beaucoup pendant le festival. Et donc, le festival aboli, le travail, c'est vraiment une catastrophe. Et j'essaye de tenir, mais c'est... Et par rapport à ça, ce que vous venez de dire, vous essayez de tenir, est-ce qu'il y a-t-il un risque de fermeture? Oui. Heureusement, beaucoup d'amis, beaucoup de clients, ils essayent de me soutenir parce qu'ils ne veulent pas que je ferme. Mais oui, les risques, parce que les frais sont toujours les mêmes, les loyers et tout. Et donc, oui, il y a ce risque, absolument. Comment vous envisagez la suite? Ouais. Parce que c'est vraiment inquiétant, parce qu'on voit que toutes les mesures qu'aujourd'hui ils sont en train de mettre en place, ça cherche à mettre plus la distance entre les gens, qui les rapprocher. C'est pour ça que la culture, le théâtre, les cafés, les restaurants, qui sont tous des points de rencontre, où les gens ils ont cet espace pour échanger, pour parler, pour discuter, ça va finir pour n'exister plus. On va dire, aujourd'hui, il y a chaque fois plus cette application de Uber Eats. On en voit. Qui invite aux gens à rester chez soi plutôt que sortir et se retrouver avec l'autre. Merci de nous suivre sur AJTélé, la web télé du PRE. Et maintenant, on va en savoir plus sur le PRE. Bonjour Jean-Louis. Bonjour Théo. Alors, vous pouvez nous expliquer ce que ça veut dire le PRE? Alors, PRE veut dire Programme de réussite éducative. D'accord. Et qu'est-ce que vous faites au PRE? Alors, au PRE, nous accompagnons les familles qui résident sur les quartiers politiques de la ville, c'est-à-dire les quartiers d'Avignon, pour le bien-être à la fois des familles et de leurs enfants. D'accord. Et qu'est-ce que vous apportez aux jeunes qui sont au PRE ou qui viennent au PRE? Et qu'est-ce qui les motive à venir au PRE?
Alors, nous apportons d'abord une aide au niveau des familles, donc au niveau des parents. L'aide pour que cela se passe bien à l'école, que cela se passe bien au niveau de la santé, bien au niveau de tous les aspects de leur vie. D'accord. Et est-ce qu'il n'y a que des jeunes qui viennent au PRE ou il y a des parents aussi? Alors, il y a aussi des parents qui viennent aussi nous demander quelques conseils, notamment les parents de tout petits. Quand un enfant va rentrer par exemple en maternelle, les attentes de l'éducation nationale au niveau de la maternelle, il faut peut-être quelquefois qu'on les explique un peu mieux aux parents afin qu'ils soient le plus à l'aise possible avec cet aspect-là de leur vie. D'accord. Et qu'est-ce que les familles et les jeunes viennent chercher au PRE? Ils viennent chercher un accompagnement dans tous les aspects de leur vie. Ils viennent chercher aussi peut-être des conseils, parce que quelquefois, quand on habite dans un endroit, eh bien, on va tous faire du foot par exemple, mais peut-être que la personne elle a envie de faire autre chose, du rugby par exemple. Donc notre travail à nous, c'est vraiment d'accompagner les familles et surtout leurs enfants pour qu'ils soient le mieux possible dans leur vie. D'accord. Et pouvez-vous nous dire, le PRE, ça a été créé en quelle année et par qui et où? Alors, le PRE, c'est une idée de Jean-Louis Borloo, qui a créé ce dispositif en 2005. Il y a aujourd'hui 585 PRE en France et chaque PRE travaille différemment parce que chaque PRE intervient sur une ville, sur une commune différente ou sur un quartier différent. Est-ce que le Covid a changé des programmes ou quelque chose au PRE cette année? C'est une excellente question, Théo. Le Covid-19 a changé radicalement notre manière de travailler en lien et en partenariat avec les familles, puisque les familles, suite à la fermeture des écoles, ont pris en main toute la pédagogie, c'est-à-dire toute l'école, l'aspect école de l'éducation. Et donc, on a eu nos familles qui ont parfaitement réussi le défi. Donc, on les a accompagnés là-dessus après la période de confinement, pendant les vacances, en vue de la future rentrée de septembre 2020. D'accord. Merci Jean-Louis d'avoir été avec nous sur AJTélé. Merci Théo, c'était très agréable. Merci d'avoir été sur AJTélé. À la semaine prochaine. Abonnez-vous et avant de nous quitter, une dernière surprise. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici qui pense que l'argent fait le bonheur? Des baskets Dior. Un t-shirt à 5000. Des dents en or et un collier assorti. Pour toi, c'est ça le bonheur? C'est ça le bonheur? Des diamants, une Rolex. Pour toi, c'est ça le bonheur? L'argent fait pas le bonheur, mais il y en a d'autres qui le pensent. Quand t'en as trop de billets, tu fais des trucs inutiles. Il met du Dolce & Gabbana, Pour faire ça, star. mais il n'a pas un sou. À trop aimer, tout ce qui brille. On se perd dans les reflets. Ton bonheur, il a autant de valeur que les faux billets dans un clip de rappeur. Ton bonheur, c'est un truc en toc, comme le thé de la Trump Tower. Le bonheur, c'est de vivre et d'aimer. Le bonheur, c'est quand tu sais. Aucun chiffre, aucun montant ne t'aidera à te sentir entier.